cours des mois d'été, de juin à août 1991, quelque chose de terrifiant a frappé la petite et paisible communauté agricole de Vignard, dans l'Utah. Ce que 5 amis, Corbin, Chad, Dennis, Holly et Tanya, âgés de 12 et 13 ans, ont dit à leurs parents a été considéré comme un non-sens, jusqu'à ce que cela se reproduise à l'été 1992, prenant cette fois une tournure horrible. 7 ans plus tard, Corbin a enfin raconté toute l'histoire de ce qui s'est passé au cours de ces 2 étés. Ses amis ont fait le même récit. C'est son histoire. Je ne m'approcherai plus jamais, ni ne remettrai les pieds dans un champ de maïs. Nous jouions dans les champs de maïs depuis que nous étions tous à la maternelle, et rien ne s'est jamais passé. Tout a commencé à mal tourner à l'été 1991 et a terriblement mal tourné en 1992. Nous avions eu un printemps précoce en 1991, donc les agriculteurs ont pu semer le champ plus tôt que d'habitude. Lorsque l'été arrivait, nous étions toujours dehors pour explorer la région, attraper des grenouilles et des serpents, construire des forts et simplement nous amuser. Cependant, une chose que nous faisions toujours, dès que le niveau devenait suffisamment élevé, était de courir et de jouer dans les champs de maïs qui nous entouraient. Le fermier d'à côté se mettait toujours en colère s'il nous surprenait en train de manger du maïs. Alors une partie du plaisir lui était cachée pendant qu'il faisait sa tournée pour arroser les champs. Je ne me souviens pas du jour exact, mais je pense que c'était la première ou la 2e semaine de juin. J'ai commencé à faire le même cauchemar toutes les nuits pendant 1 semaine consécutive. Mes amis et moi courions à travers un champ de maïs avec des airs de terreur sur nos visages. Puis, tout à coup, nous nous sommes retrouvés en cercle, la tête baissée, nous tenant la main. Je me réveillais alors en sueur. J'ai toujours fait des rêves étranges, mais celui-ci m'a profondément secoué, et je me suis réveillé avec un sentiment de vide le reste de la journée. Une fois le cauchemar arrêté, je l'ai oublié et j'ai commencé à jouer et à profiter de l'été comme d'habitude. Ce n'est que début juillet que cela a commencé. Nous nous retrouvions toujours au grand arbre derrière ma maison après le petit déjeuner, puis partions pour notre aventure quotidienne. Ce matin-là, alors que nous marchions et parlions, décidant dans quel genre d'ennui ou de plaisir nous aimerions nous lancer, Holly a mentionné que le maïs était suffisamment grand pour que nous puissions commencer à jouer dedans. Elle avait également vu Kay, le fermier, se diriger vers cette direction sur la vieille moto tout-terrain qu'il conduisait toujours, probablement pour arroser le champ, ce qui ajoutait à l'excitation. Nous avons tous accepté en riant alors que nous descendions le chemin de terre menant au champ de maïs. En arrivant sur le terrain dans lequel nous aimions jouer, nous avons ri en voyant la moto tout-terrain de Kay un peu plus loin. Nous savions donc qu'il n'était pas loin. Nous nous sommes murmurés. Ce serait amusant de voir si nous pouvions d'abord le trouver quelque part sur le terrain sans qu'il nous voie. Alors que nous sautions le fossé et entrions sur le terrain, nous nous lançâmes des regards étranges. Cela ne ressemblait à aucun look que j'avais jamais vu de la part de mes amis. Aucun de nous n'a dit quoi que ce soit lorsque Tanya a commencé à marcher dans le maïs, le reste d'entre nous suivant en file indienne, moi fermant la marche. Nous avions marché un moment avant que Tanya ne s'arrête brusquement, me faisant courir à l'arrière de Chad, l'envoyant presque au sol. « Hé, pourquoi as-tu arrêté ?» a demandé Chad. « Il y a quelque chose ici, » répondit Tanya d'un ton presque inquiet. « Que veux-tu dire ?» demanda Dennis à voix haute. « Calme, nous n'avons pas besoin que le vieil homme sache que nous sommes ici, » murmurai-je, juste assez fort pour qu'il puisse l'entendre. La curiosité a pris le dessus sur moi, alors je suis passé à la rangée de maïs suivante et j'ai marché jusqu'à l'endroit où se tenait Tanya. J'étais confus par ce que j'ai vu là-bas. Soigneusement disposées, une dans chaque rangée de maïs, se trouvaient 5 boîtes noires brillantes entourées de rubans de soie rouge. Je me suis dirigé vers celui le plus proche de moi, tout comme les autres, et nous avions tous l'air d'avoir vu un fantôme ou quelque chose du genre. Puis, comme à l'unisson,
Nous nous sommes agenouillés devant une boîte, avons attrapé le bout du ruban rouge et avons tiré dessus jusqu'à ce qu'il glisse doucement sur le côté de la boîte. Mon cœur battait à tout rompre alors que je posais mes mains sur le couvercle, ne sachant pas ce qu'il pouvait y avoir dedans. J'ai regardé Tania et j'étais sur le point de lui demander ce que nous devions faire, alors qu'elle soulevait déjà le couvercle de sa boîte. Alors qu'elle regardait à l'intérieur, elle avait cet air choqué sur son visage qui se transforma rapidement en un sourire. « Allez, qu'est-ce qu'il y a dedans ?» j'ai demandé. Elle m'a juste regardé alors qu'elle mettait sa main à l'intérieur de la boîte, sortait ce qu'il y avait dedans et le tenait en l'air. C'était une cassette d'un boys band qu'elle aimait et qu'elle désirait depuis un certain temps mais pour laquelle elle n'avait pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe sur Terre ? Je pensais. J'ai ensuite regardé ma boîte et j'ai rapidement enlevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait exactement la figurine que je souhaitais depuis un certain temps. Je me suis penché pour le ramasser alors que je commençais à me demander comment et pourquoi. J'ai lentement regardé mes amis qui sortaient des choses de leur boîte, des choses qu'ils avaient toujours voulu mais qu'ils n'avaient jamais pu obtenir. Alors que nous nous agenouillions pour tenir les objets, les boîtes ont soudainement disparu. « Qu'est-ce que... » dis-je en tombant à la renverse, consterné, mais ressentant également un sentiment d'excitation. Holly poussa un léger cri alors que tout le monde haletait. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?»« Cela ne peut pas être réel, » a déclaré Dennis en regardant l'objet dans sa main. « Ce que je tiens dans ma main est certainement réel, » a répondu Chat. « Hé, vous êtes des foutus enfants dans mon maïs !» a crié le vieil homme Kay alors que nous l'entendions venir vers nous. Nous nous sommes levés d'un bond et avons commencé à courir dans la direction opposée, tout en nous accrochant à nos cadeaux. Nous avons couru de l'autre côté du terrain par où nous étions entrés. Une fois sur place, nous sommes arrivés à un autre fossé et l'avons suivi jusqu'à arriver à la grange où Kay a entreposé son foin. Nous avons ensuite grimpé l'échelle jusqu'au sommet de la botte de foin. Nous avons ensuite couru vers le mur et regardé à travers les trous pour voir où se trouvait le vieil homme. Nous pouvions le voir marcher à travers le champ, retournant à sa moto tout-terrain, continuant très probablement sa tournée pour arroser les champs. Nous avons poussé un soupir de soulagement en nous retournant et en nous asseyant en cercle. Nous avons été fascinés par les objets que nous avions récupérés dans les boîtes. Je ne pouvais pas en quitter les yeux. Tout d'un coup, c'était comme si tout s'était arrêté, comme si le monde lui-même s'était arrêté. La prochaine chose dont je me souviens, c'était d'être debout derrière mon petit frère dans sa chambre, de le regarder jouer avec ses jouets. Il fredonnait quelque chose alors que je marchais derrière lui et lui donnais un coup de pied à la tête, ce qui l'envoyait au sol. J'ai ensuite pris un de ses livres reliés sur l'étagère et j'ai commencé à le battre avec tout en riant de manière hystérique. Je ne pouvais pas m'en empêcher et je ne voulais pas. C'était comme si je l'appréciais. Quelques minutes plus tard, ma mère est entrée en courant dans la pièce, m'a pris le livre des mains et m'a jeté contre le mur. Je restais là à rire pendant qu'elle consolait mon frère, me demandant pourquoi diable je le battais. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste continué à rire. Après avoir consolé mon frère, elle s'est levée, m'a attrapé par l'oreille, m'a traîné dans ma chambre et a claqué la porte. Je suis allé calmement m'allonger sur mon lit, j'ai arrêté de rire et j'ai juste regardé le plafond. Quand mon père est rentré à la maison, j'ai mis la ceinture dans le dos, quelque chose de féroce. Cela ne m'a pas dérangé cependant. J'étais silencieux à chaque coup, alors que normalement je criais. C'était comme si tout sentiment m'avait été retiré. Après avoir reçu mes attaches, je me suis endormi, cadeau à la main. Le lendemain matin, j'ai repensé dans mon esprit à battre mon petit frère, mais je me sentais indifférent à tout cela. Je ne pouvais penser qu'au champ de maïs et au cadeau en le tenant fermement. J'avais très envie de revenir sur le terrain. Quand je suis entré dans la cuisine pour manger, ma mère m'a regardé avec férocité et m'a dit « Qu'est-ce qui t'a pris hier ? Pourquoi ferais-tu une telle chose à ton petit frère ? Ne fais plus jamais ça. » J'ai simplement haussé les épaules,
Puis je me suis assis et j'ai pris mon petit déjeuner. Après avoir mangé, j'ai bondi et j'ai couru dehors pour rejoindre mes amis près du grand arbre. Ils étaient tous là à m'attendre, cadeau à la main, comme moi. Nous nous sommes simplement regardés jusqu'à ce que Chad parle en disant « Après m'être assis sur la botte de foin hier, je me suis réveillé dans la chambre de ma sœur cadette et je la frappais avec sa matraque. » À ce moment-là, les expressions de tout le monde se sont transformées en incrédulité. « Moi aussi », répondis-je avec hésitation. Tous les autres hochèrent la tête, reconnaissant qu'ils l'étaient aussi, car nous avions tous des frères et sœurs plus jeunes. « Allons au champ de maïs », dit Tania avec un sourire en se retournant, mettant les écouteurs de son Walkman. Nous l'avons ensuite suivi en file indienne vers le terrain. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder le cadeau pendant que nous marchions. J'ai regardé derrière moi pour voir les visages de mes amis collés aux leurs. Une fois arrivés sur le terrain, nous sommes entrés par le même endroit que la veille. Nous avons marché jusqu'à ce que nous arrivions à l'endroit où nous avions trouvé les boîtes noires. Nos empreintes et impressions des cartons étaient toujours là. Nous nous sommes assis tranquillement en cercle et j'ai commencé à avoir les visuels les plus troublants en tête. Au lieu de battre mon frère, je l'ai attaché dans la cuisine et je l'ai torturé en chauffant un couteau à beurre sur la cuisinière, puis en le plaçant sur différentes parties de son corps. J'ai souri alors qu'il criait de douleur, me suppliant d'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Cela a duré des semaines. Chaque matin, nous allions sur le terrain, nous asseyions en cercle et avions les mêmes pensées sadiques. Quelque temps plus tard, alors que nous étions assis sur le terrain, les boîtes noires sont soudainement réapparues devant nous. Nous déposâmes nos cadeaux et soulevâmes les couvercles. Pour notre plus grand plaisir, il y avait un autre article à l'intérieur de la boîte, mais celui-ci était bien meilleur. Autre chose sur laquelle nous avons eu du mal à mettre la main, je me souviens de l'avoir sorti de la boîte, de l'avoir tenu et d'avoir souri. Comme avant, le monde a semblé s'arrêter et, sans avertissement, je me trouvais dans la cuisine, regardant mon petit frère qui était attaché. Il criait et me suppliait d'arrêter. Ma main droite tenait un couteau à beurre sur les anneaux chauffés au rouge du poêle, tandis que je le maintenais avec mon pied gauche. Lorsque le couteau est devenu trop chaud pour que je puisse le tenir, je l'ai lentement retiré du feu et je l'ai descendu jusqu'à son oreille. Ses cris m'ont presque assourdi alors que je tenais le couteau sur lui. Je peux encore sentir sa chair brûlante dans mon nez à ce jour. Je remets le couteau sur les anneaux pour le réchauffer à nouveau. Ma mère, qui faisait les courses, est entrée en trombe dans la pièce, m'éloignant de mon frère avec une telle force qu'elle s'est effondrée dans le placo derrière moi. J'étais impassible alors qu'elle s'agenouillait à côté de lui. À ce moment-là, mes deux sœurs sont entrées dans la cuisine et ont crié en voyant mon frère couvert de brûlures, sanglotant sur le sol. « Appelez le 911 maintenant !» leur a crié ma mère. Ma sœur aînée a couru vers le téléphone et a appelé la police. « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?» Ma mère m'a crié dessus, tandis que mes sœurs me regardaient sous le choc, me regardant comme si j'étais un monstre. 10 minutes plus tard, la police et une ambulance sont arrivées chez moi. Je n'oublierai jamais le regard dégoûté que ma mère m'a lancé lorsque la police m'a emmené. J'ai passé quelques jours au centre de détention pour mineurs de Provo, puis j'ai été envoyé dans un camp de jeunes dans le sud de l'Utah. Je suis rentré chez moi fin septembre et il semblait que je sois revenu à mon ancien moi. Du moins, c'est ce que les médecins ont dit à ma famille. Nous leur avons raconté tout ce qui s'était passé, mais personne ne nous a cru. Il est difficile de se rappeler maintenant ce que j'ai pensé et ressenti pendant cette période loin de chez moi. Pour être honnête, c'était flou. Les seules choses auxquelles je pensais étaient les cadeaux et le désir de retourner dans le champ de maïs. Quand je suis retourné à l'école, c'est seulement à ce moment-là que j'ai découvert que mes amis avaient fait exactement la même chose à leurs frères et sœurs. Ils nous avaient volontairement séparés et nous avaient envoyés dans différents programmes pour les jeunes à travers l'État. La première fois que nous nous sommes retrouvés, c'était à l'école pendant le déjeuner. C'est Holly qui a parlé en premier, demandant « Savez-vous où sont vos cadeaux ?»
Tout le monde fit non de la tête. Comme je le pensais, j'ai retourné toute ma maison à mon retour et je ne les ai trouvés nulle part. Au cours des 9 mois suivants, les choses sont redevenues assez normales, sauf qu'aucun d'entre nous ne pouvait s'empêcher de penser aux cadeaux et aux champs de maïs. C'est devenu une obsession. Il semblait que c'était tout ce dont nous parlions lorsque nous étions ensemble. Lorsque l'école a fini ses études en juin 1992, nous avons continué notre été comme d'habitude. Ce n'est qu'en juillet que nos vies ont changé pour toujours. Une nuit, j'étais allongé dans mon lit et j'ai entendu quelqu'un me murmurer mon nom à l'oreille. Corben. Je me suis immédiatement assis sur le lit en demandant « Qui est là ?» Mon lit n'était pas trop loin de la fenêtre et j'avais le sentiment que je devrais regarder dehors. À ma grande surprise, mes amis étaient debout sur l'herbe et me regardaient. Je me demande encore qui a murmuré mon nom. Il ne pouvait pas s'agir de mes amis, car ma fenêtre était fermée. Je me suis ensuite dirigé vers la fenêtre, en l'ouvrant lentement à moitié, et j'ai demandé « Qu'est-ce que vous faites, les gars ?»« Nous allons au champ de maïs. »« Il nous a dit qu'il était prêt pour nous », a répondu Tania. Un sentiment d'exaltation m'envahit à la pensée de ce qui nous attendait. J'ai ouvert complètement la fenêtre, j'ai retiré le moustiquaire et je suis descendu prudemment jusqu'à l'herbe pour rejoindre mes amis. J'ai rapidement attrapé mes chaussures sur le porche arrière, puis je suis parti en courant sur le chemin de terre alors que la lune éclairait notre chemin. Pendant que nous courions, nous avons ri et parlé avec impatience. Une fois arrivés sur le terrain, aucun de nous n'a hésité à sauter le fossé et à continuer à courir. Alors que je passais devant la première tige de maïs, un extrême sentiment de confort m'envahit. J'avais l'impression de revoir un vieil ami que je n'avais pas vu depuis des années. Après avoir couru, Denis, qui était devant, s'est soudainement arrêté, a regardé par-dessus son épaule et a souri. Devant nous se trouvaient 5 boîtes noires. Une partie des boîtes brillait sous le clair de lune qui brillait sur elles à travers les fissures du maïs. Nous n'avons pas perdu de temps pour nous agenouiller et les ouvrir. Un sentiment d'euphorie m'a envahi alors que je me penchais et attrapais mon cadeau. Je l'ai présenté à mes amis pour voir à quel point c'était mieux que les précédents, car ils ont fait de même. Puis, comme d'habitude, nous avons formé un cercle en souriant et en riant de ce que nous venions de recevoir. La prochaine chose dont je me souviens, c'est d'avoir été sorti d'une transe au son de cris perçant mes oreilles. J'ai regardé mes mains qui tenaient une fourche, puis j'ai remarqué que mes amis autour de moi tenaient d'autres outils agricoles tranchants. Ils étaient couverts de sang, tout comme moi. Au centre de nous se trouvait un cochon qui saignait et qui respirait encore. Nous l'avions poignardé à plusieurs reprises. Je pouvais voir son sang couler des blessures qui jonchaient son corps. Nous avons ensuite laissé tomber les outils, escaladé la clôture de l'enclos et sommes rentrés chez nous. Quand je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche au sous-sol pour ne réveiller personne. Puis je suis allé dans ma chambre, j'ai remis la moustiquaire et j'ai fermé la fenêtre. Quand je me suis couché, j'ai été surpris de voir le nouveau cadeau posé sur mon oreiller. Je l'ai tenu fermement alors que je m'endormais rapidement. Le lendemain, j'ai été réveillé par quelqu'un qui criait et frappait à notre porte arrière. 1 minute plus tard, j'entendais mon père avoir une discussion animée avec quelqu'un. Quand j'ai entendu la porte se fermer, mon père a fait irruption dans ma chambre et m'a demandé « As-tu quelque chose à voir avec le meurtre du cochon de K la nuit dernière ?» Il a dit « On dirait que cela pourrait être l'œuvre de plusieurs personnes. » Les gens ? Non, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, papa. J'étais dans ma chambre toute la nuit et je viens de me réveiller, répondis-je. C'est ce que je pensais, a-t-il déclaré. Et je lui ai dit que je ferais mieux de ne pas découvrir que c'était toi, sinon tu sais ce qui va se passer. Il a répondu avec agitation. Lorsqu'il quitta ma chambre et ferma la porte, je me retournai, fixant le mur, et me sentis à nouveau indifférent, sans émotion. Tout ce qui m'importait, c'était le nouveau cadeau et le retour au champ de maïs.
Au cours du mois suivant, chaque soir, nous nous faufilions sur le terrain, au même endroit, et nous restions assis là. C'était à la mi-août lorsque cela s'est reproduit. Nous étions sortis en douce comme d'habitude. Mais cette fois-ci, lorsque nous sommes arrivés sur place, il y avait d'autres boîtes noires. Nous étions ravis lorsque nous les avons approchées et ouvertes. « Waouh !» dis-je, car à l'intérieur se trouvait quelque chose d'incroyable. Je n'aurais jamais imaginé en voir un de mes propres yeux, encore moins mettre la main dessus. Alors que je tendais la main et le ramassais, j'entendis le vieil homme crier « Hé, foutus enfants, je pensais vous avoir vu vous faufiler ici la nuit !» Alors qu'il chargeait vers nous, instinctivement, nous nous sommes levés et avons commencé à courir vers la grange à foin dans laquelle nous nous cachions habituellement. La prochaine chose dont je me souviens en arrivant, c'était nous debout autour du vieil homme K. Il était allongé sur le sol, ne bougeant pas, alors que nous le matraquions avec des morceaux de bois de la grange. Pendant que nous nous arrachions, nous rions, mais nos rires étaient morbides et sombres. Tout a alors commencé à s'estomper, comme lorsqu'on baisse lentement le volume d'une chaîne stéréo. Je me suis réveillé dans mon lit au son de quelqu'un qui frappait bruyamment à notre porte d'entrée. La prochaine chose que j'ai entendue, c'est ma mère qui parlait à quelqu'un. Alors que sa voix commençait à s'intensifier, ses pas bruyants ont secoué la maison alors qu'elle se dirigeait vers ma chambre. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle pleurait et a dit « La police est là et elle veut vous parler. Qu'avez-vous fait, un cas ?» Je n'ai rien dit alors que je sautais du lit et me dirigeais vers la porte d'entrée. Quand je suis arrivé, des policiers tenaient une paire de mes baskets tout en examinant les semelles. « Viens avec nous, mon fils », a dit l'un des policiers. J'ai été menotté et emmené au commissariat où j'ai été interrogé sur ce qui était arrivé à K. Quand tout a été fini et que je suis rentré chez moi, je pensais recevoir le coup de ma vie, mais mes parents avaient trop le cœur brisé et m'ont traité différemment depuis. Avec le recul, il est difficile de décrire ce que j'ai ressenti et pensé pendant ces 2 étés, à part que c'était comme être dans un état de transe. Les objets des boîtes noires n'étaient pas des cadeaux. Chacun avait un prix, et ce prix était le mal que nous devions accomplir en échange. K avait été retrouvé par sa femme, à peine accrochée à la vie, tôt ce matin-là. Elle a rapidement appelé la police et une ambulance a été envoyée. Sa femme a déclaré à la police qu'il était sorti tard la nuit précédente pour chasser les enfants de son champ de maïs et qu'il n'était jamais revenu. La police a pu prouver qu'il s'agissait d'eux grâce aux empreintes laissées par leurs chaussures dans la terre. Une fois rétabli, et à la surprise générale, K a décidé de ne pas porter plainte, à condition que les familles s'éloignent de la région et ne reviennent jamais, ce que chaque famille a fait à la fin de cette année. 1 mois plus tard, l'un des ouvriers de K était en train de récolter le maïs lorsqu'il a remarqué quelque chose sur le sol provenant de sa moissonneuse-batteuse. Il s'est arrêté et est sorti pour voir ce que c'était. Là, au sol, se trouvaient 5 boîtes noires et brillantes alignées. Il les ouvrit et chacun contenait des objets. Il a apporté les cartons à la grange à poteaux et en a parlé à K et à sa femme, puis il est retourné au travail. Plus tard dans la journée, lorsqu'il est revenu à la grange à poteaux, les cartons avaient disparu. Des années plus tard, toutes les fermes et les vignobles ont été démolis et des maisons ont été construites sur le terrain. Personne ne sait où se trouvent les 5 boîtes noires. Corbin a déclaré qu'il n'avait plus jamais revu ni entendu parler de ses amis après leur déménagement. Pour plus d'histoires d'horreur effrayantes, abonnez-vous.